le dernier conférencier de cette séance. Gérard Bosquet est vétérinaire praticien. Il a fait ses études à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Il en est sorti en 1981. Il est retraité depuis 3 ans maintenant. Il a exercé pendant toute sa vie professionnelle en Champagne-Ardenne, d'abord comme salarié, puis associé, et enfin par la création d'une société forte de 10 vétérinaires, 9 ASV, et ce sur 4 sites. Son activité a été essentiellement une activité de médecine des animaux de production et plus particulièrement les bovins, laitiers et allaitants. Il a développé une société spécialisée en expertise et essais cliniques et a été consultant pour des groupes pharmaceutiques à partir de 1990. Il est membre correspondant de notre académie depuis 2009. Il s'est impliqué fortement dans les groupes techniques vétérinaires, les GTV, avec de nombreuses responsabilités, d'abord au niveau départemental et régional, puis national, commission, CA et directoire, et en particulier pour le bulletin des GTV, l'organisation des congrès et les formations. De nombreux centres d'intérêt, qualité du lait et mammites, le médicament vétérinaire, le management, la parasitologie, une seule santé et l'adaptation et la préservation de l'élevage herbivore en lien aux enjeux environnementaux. Il est bénévole au sein de l'association Mots et Merveilles depuis sa retraite et aujourd'hui, il nous présente sa conférence dont le titre est « Intérêt du jeu dans la formation des vétérinaires et l'apprentissage des personnes en situation d'illettrisme ». Gérard Bosquet, merci. Eh bien, merci de m'accueillir ici. Quand j'ai vu l'annonce et la qualité des présentateurs et des présentations, je me suis dit que j'étais bien joueur de venir ici. Ça tombe bien, parce que moi, je vais vous parler du jeu. Donc, je vous invite avec moi, d'essayer de comprendre pourquoi le jeu est intéressant au niveau des formations. Alors, le plan rapide, jeu et apprentissage, quelques mots de vocabulaire, parce que dès qu'on commence à s'intéresser à ça, c'est un peu compliqué. En plus, il y a beaucoup d'anglicismes. Avantages et inconvénients du jeu, il y a beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients. Alors, mythe ou réalité. Puis après, je prendrai 2 applications pratiques. Les visites sanitaires en 2005, c'est donc la formation des éleveurs par leurs vétérinaires sanitaires sur le thème Une seule santé. Donc, ça rejoint ce dont on en a parlé à table. Et puis, j'ai également appris aussi beaucoup du jeu sur des personnes qui sont en situation d'illettrisme. C'est des gens qui sont un peu cabossés de la vie, en échec scolaire. Et donc, il faut trouver d'autres méthodes pour pouvoir les faire avancer en termes de connaissance de la langue française. Quelques mots de vocabulaire. On parle de gamification en anglais. Bon, moi, je vais pris le terme de ludification. La ludification, c'est utiliser des ressorts du jeu dans un contexte qui est différent du divertissement. Par exemple, je vais un dé, vous avez tous un numéro, je tire au sort, et hop, c'est celui qui tombe sur le numéro 6 qui va faire le compte-rendu de la réunion. Là, on a fait de la gamification ou de la ludification. Par exemple, c'est aussi tous les programmes de fidélité qu'on voit dans les enseignes, avec des systèmes de points, de cadeaux, de bons de réduction. Pour les plus anciens, c'est aussi ce qu'on a connu à l'école, avec les bons points, les images. Au bout de 10 points, on a une image, etc. Après, les serious games ou les jeux sérieux, ça combine une intention sérieuse, pédagogique, informative, avec les ressorts ludiques issus du jeu. Par exemple, sur un procédé de ludification, on a un cours et on va mettre ici, à droite ou à gauche, un petit peu de jeu pour pigmenter, pour assurer l'attention des élèves ou des adultes. C'est on peut aussi changer le comportement des gens. Par exemple, en Suède, ils se sont aperçus que en mettant des jeux lumineux sur les containers dans lesquels on mettait les bouteilles usagées, ils ont augmenté par 2 le tri sélectif lorsqu'on mettait ces jeux lumineux. Donc, on peut modifier les comportements. Tandis qu'un jeu sérieux, c'est toute la pédagogie, toutes les informations, les connaissances, les apports que voulons faire est construite autour du jeu. C'est pas j'en mets de temps en temps pour agrémenter mon cours. C'est vraiment le centre de l'intervention. Ensuite, il y a des espèces games, des escape games ou des jeux d'évasion. Je cite. Alors,
Bon, vous voyez que c'est très ancien, hein, les Italiens parlaient en oxymore serio ludere, donc c'est sérieux et puis aussi ludique, etc. Et ces jeux sérieux au XVIIIe siècle, c'était essentiellement des jeux de stratégie militaire. Les Britanniques, la minorité britannique, les Prussiens utilisaient ces jeux pour imaginer des stratégies au niveau militaire. Et en termes de jeux d'évasion, je cite un atelier qui est développé par GAE Conseil sur les pratiques addictives. Par exemple, ils viennent pour sensibiliser les gens sur les addictions, alcool, etc. Ils vont mettre 3 ou 4 ateliers et puis avec des jeux. Par exemple, ils vont pouvoir identifier une personne qui est addictive à l'alcool lorsqu'on va regarder son rouge à lèvres qui est très présent sur beaucoup de verres par rapport à d'autres, par exemple. Donc ça permet d'une autre façon de pouvoir parler de ces addictions-là, qui est beaucoup plus intéressante, plus positive et moins policière. Alors la pédagogie active se définit en opposition avec la pédagogie traditionnelle, qui consiste à dire que l'adulte, est le seul détenteur du savoir, transmet à l'enfant ses connaissances, il fait autorité, sanctionne ou récompense. Je pense que c'est un peu ce qu'on a pu connaître dans notre ancien temps, où l'instituteur, c'était plus des informations comme ça. Et bon, il y a eu très bons instituteurs, mais c'était quand même très, très autoritaire. A contrario, la pédagogie active, c'est une méthode d'assimilation par l'appropriation et la découverte par l'enfant lui-même. Donc là, cette pédagogie active a été très développée pour les enfants et on s'est aperçu que pour les adultes, ça marchait aussi très bien. Et en 73, Knopf dit que les adultes apprennent mieux lorsqu'ils sont directement impliqués dans le processus d'apprentissage. Aussi, ces processus d'apprentissage avec la pédagogie active est extrêmement intéressante lorsqu'il y a des modifications de métier, par exemple, ou de savoir-faire. Ils sont beaucoup plus aptes à modifier leur comportement, leurs apprentissages, lorsqu'on se situe dans la pédagogie active. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais vous voyez que ça, c'est pas nouveau, la pédagogie active. Bon, j'aurais pu remonter plus loin. Jean-Jacques Rousseau avec Émile ou de l'éducation. Vous avez les précurseurs, qui sont donc Froebel et puis Pestalozzi, qui sont germaniques et puis suisses. Et ensuite, en France, on a eu des gens comme Adolphe Ferrière qui ont fondé l'éducation nouvelle, qui ont repris ce système d'apprentissage où l'élève, l'adulte, apprend beaucoup plus de lui-même que d'avoir des informations descendantes et directives. Donc vous avez les grands noms de la pédagogie active, et puis en ce moment, alors, il n'y a pas PubMed pour la pédagogie active, donc on est obligé, pour avoir les informations, d'aller plus regarder des podcasts, d'aller chercher sur Internet. Et les noms qui ressortent en ce moment, c'est Julien Alvarez, Rampenou et puis Gilles Bougère, qui a écrit de nombreux bouquins. Et il a passé toute sa vie sur le jeu et l'éducation. Alors, les avantages du jeu, alors c'est, d'après ce que j'ai pu en tirer dans les lectures, c'est un meilleur engagement. Les apprenants sont acteurs de leur apprentissage, et vous connaissez l'adage, c'est en faisant que l'on apprend, etc. Et lorsqu'on fait soi-même, on retient 90% du savoir et de l'apprentissage. C'est une meilleure mémorisation à long terme, c'est une compréhension plus profonde, ça brise la monotonie et ça supprime l'ennui, pardon. C'est une approche innovante et dynamique, on fait appel à la curiosité. Ça brise également la relation sachant-apprenant, qui est souvent difficile. On parlera tout à l'heure des éleveurs et des vétérinaires, et cette relation sachant-apprenant, c'est quelque chose qui vit assez mal, ça renforce la motivation, ça permet aussi le droit à l'erreur. On n'est pas dans la vraie vie, on a le droit à une deuxième chance. Vous savez, il y a des jeux où on a le droit à une autre vie. Et c'est par exemple, les exemples, c'est les simulateurs de vol pour les pilotes, évidemment. Ils peuvent se lâcher sur simulateur, alors que dans la vraie vie, évidemment, c'est strictement interdit. Et puis le jeu, ça permet de passer outre les barrières de génération. On joue entre familles, les jeunes, les anciens peuvent jouer ensemble. Il n'y a pas ces barrières. Et j'ai été aussi surpris parce qu'on parle souvent de meilleur bien-être de l'apprentissage. Je me dis, tiens, on parle de bien-être lors de l'apprentissage, c'est rigolo. J'ai creusé ça et effectivement, il y a pas mal de
d'articles ou de témoignages de gens qui disent que lorsque les gens apprennent par le jeu ou par des méthodes ludiques, on joue sur les émotions positives, le joie et le plaisir, également des souvenirs. Lorsque tu utilises des vieux jeux qu'on utilise en famille, si vous jouez encore au Cluedo ou jeu de loi, ben, tout de suite, ça remet un petit peu certaines émotions, certaines joies. Alors, il y a une déconnexion de la réalité du jeu et les apprenants oublient leurs soucis et on parle d'une immersion qui est plus grande dans la formation. Alors, vous avez Mihaly, alors je ne vais pas prononcer son nom, c'est un peu compliqué, qui est 11.3, qui est américain hongrois, qui a développé la théorie du flow. Le flow, c'est intéressant, c'est pas mal développé, dans lequel, lorsque on est que le jeu peut favoriser l'apparition d'un état mental lorsque une personne est complètement immergée dans ce qu'elle fait, et le jeu fait partie de ses activités. Alors, il y a 7-8 conditions, mais il dit que cet état de flow, de bien-être, il parle également d'état extatique, on est hors de sa vérité. C'est vraiment extrêmement important, cette notion de bien-être. Et pour moi, c'était assez quelque chose de nouveau que je n'avais pas perçu dans le jeu et le bien-être lors de l'apprentissage. Alors, il y a des opposants au jeu, à la ludification, au jeu. Alors, le jeu crée trop de ruptures avec les autres apprentissages professionnels. Le jeu, ça peut effectivement infantiliser. Et lorsqu'on on a construit cette visite sanitaire, un des retours qu'on a eu, oui, mais on n'est pas des enfants. Donc, ça peut effectivement avoir cette impression d'infantiliser et des adultes ne se retrouvent pas du tout dans cette activité ludique. Le jeu n'apporte pas de solution aux problèmes professionnels, c'est ce que disent les opposants. Le jeu simplifie trop la réalité et parfois les règles sont également trop complexes. Et puis, le jeu, c'est pas sérieux, c'est bien connu, c'est pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est la première partie, la fin du plan de tout à l'heure sur mythe ou réalité. En gros, ce qui ressort des lectures que j'ai faites, des recherches que j'ai faites, c'est que les jeux pédagogiques pour la formation professionnelle, c'est pas simplement une tendance, ça existe depuis longtemps. On peut remonter, les Grecs, les Romains faisaient du jeu. Je vous ai parlé tout à l'heure des Italiens, de Rabelais. Donc c'est quelque chose qui est fortement ancré. Et il y avait des activités ludiques, même des jeux sérieux qui se faisaient en plein air, sans ordinateur, etc. Et c'est évidemment fortement accéléré avec le numérique. Alors, des jeux bien conçus et intégrés de manière stratégique dans les programmes de formation, ça peut constituer un outil puissant pour l'apprentissage. Et puis, il faut un équilibre entre l'apport de connaissances et le jeu. Et aussi, il ne faut pas des jeux qui soient trop compliqués, parce que là, on risque d'avoir un échec et puis on évite, on déconnecte facilement, ou alors des jeux trop faciles où on s'ennuie. Donc il faut trouver un équilibre entre l'apport de connaissances, le jeu, et entre le niveau de difficulté du jeu, de telle sorte que les apprenants puissent s'y retrouver, et non pas avoir de l'ennui ou du découragement. Alors j'ai mis quelques exemples de jeux sérieux. Vous avez Say Labs, donc c'est énormément développé. C'est par exemple un enseignement des gestes de premier secours par la Croix-Rouge qui était fait en Belgique. Il y a des jeux sur les entretiens d'embauche qui sont réalisés par l'APEC. Vous avez les grandes vacances qui expliquent le quotidien des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était réalisé par France Télévisions. Rififi à des Eton, vous avez l'image, c'était réalisé par la Fédération française des diabétiques. Et Link, c'est pour débusquer les fake news, c'était réalisé par l'Université de la Sorbonne. Et puis 2025 Ex Machina, c'est pour sensibiliser les jeunes, les 16-17 ans, sur l'utilisation des réseaux sociaux par rapport aux enjeux de leur vie privée. Donc oui, énormément de jeux sérieux qui sont développés, sont des thèmes extrêmement variés, avec des associations, on pense aux diabétiques, avec des supports techniques, informatiques. Alors, j'ai parlé de la SCGTV, François a dit que je m'étais impliqué dedans. Alors, il y a longtemps, les formations à lesquelles j'assistais ou à laquelle j'étais formateur, c'était des apports de connaissances. Les gens venaient la journée, puis on était
on souhaitait apporter le maximum d'informations, donc il y avait 150 diapos, 200 diapos à la journée, et puis à la fin, les gars, ils décrochaient, ils repartaient, et puis ils se rappelaient de rien. Et puis, il y a une dizaine d'années, avec mon président et puis mon directeur, le comité directeur a commencé à réfléchir, oui, mais les formations, c'est bien, mais il faudrait qu'on voit les choses différemment, et on a construit une formation à la pédagogie qui a été organisée par la SNGTV à l'intention des formateurs. On a commencé par les commissions, par le président de la commission, et on a souhaité que le maximum de membres qui faisaient des formations pour les vétérinaires puissent assister à cette formation à la pédagogie. Donc on a commencé à connaître des mots qu'on ne connaissait pas: objectif pédagogique, séquence, objectif pédagogique, sous-séquence, apport de connaissances, savoir-faire, appropriation, etc. Et tout doucement, depuis 2 ans, on commence à avoir des formations avec introduction de jeux. Je vais vous présenter rapidement tout à l'heure un jeu d'énigmes sur le thème Une seule santé, qui est à destination des éleveurs, et cette formation est fournie, proposée par les vétérinaires sanitaires. Et puis, lors du dernier congrès en 2024, on avait un escape game en parasitologie, et on envisage en 2026 un escape game sur le thème d'une seule santé. Donc, vous voyez que tout doucement, le jeu commence à venir dans la formation des vétérinaires et des éleveurs. Alors, jeu sérieux, je vais vous présenter rapidement celui-ci. C'est un jeu et formation éleveur vétérinaire. Donc, cette visite sanitaire, il s'agit d'un jeu interactif. L'objectif, c'est la visite sanitaire 2025, donc c'est en ce moment, sur le thème Une seule santé, et à destination des éleveurs de petits ruminants, porcs et équins. C'est une demande de la DGAL, c'est-à-dire sur ces visites sanitaires qui sont réalisées par le vétérinaire sanitaire, c'est l'État qui finance ces visites-là. L'État, la DGAL, propose des thèmes, et nous sommes les concepteurs, on en discute, et on est les concepteurs de ces formations-là. Donc c'est la première fois qu'on réalise une formation visite sanitaire avec un module, un jeu interactif. Je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Et donc, dans le préliminaire, on insiste sur le jeu, parce que lorsqu'on les a présentés à la DGAL, aux organismes professionnels vétérinaires ou agricoles, il n'y a eu pas des freins, mais enfin, du pourquoi vous avez choisi un jeu. Donc, dans le Vademecum, on a un argumentaire pourquoi on a choisi ce jeu. Sur cette Une seule santé, on parle d'une maladie X, parce que vous avez vu qu'il y avait 3 populations d'éleveurs différentes: les petits ruminants, les porcs et les équidés, qui n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler. Donc, on ne voulait pas non plus, sur un concept ONL, focaliser sur une maladie porcine, sur une maladie équine. Donc, on a pris, le trio qui a travaillé là-dessus, a pris le postulat de prendre une maladie qui n'existait pas, et on parle d'animaux dans cette formation-là. On ne parle pas de chevaux, on parle d'animaux et d'une maladie X. Bien évidemment, on s'est inspiré d'éléments épidémiologiques réels, de maladies existantes, comme le Nipah, l'encéphalite japonaise, enfin plein d'éléments comme ça qui nous ont nourris pour construire le jeu. L'idée, ça c'est le préambule, hein, cette formation, donc on insiste sur le fait que c'est un jeu, que l'éleveur et le vétérinaire doivent jouer, résoudre ensemble les 3 énigmes qui sont proposées. Et l'idée, c'est vraiment que les uns et les autres travaillent ensemble, jouent ensemble. Auparavant, cette visite sanitaire était proposée sur un document papier QCM, avec un entretien. C'est la première fois que ça se présente comme ça. L'énigme 1, alors on est en santé animale, vous voyez, un cadre orange, et la première énigme, c'est quelle conduite adaptez-vous face à une maladie que vous n'avez jamais vue. Donc, dans le déroulé de cette première énigme que je ne vais pas développer ici, il y a un appel d'éleveur, il dit: j'ai des animaux malades, il se passe ça, ça, etc. La discussion avec l'éleveur, c'est dire qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là. Il y a un appel vétérinaire, on fait des examens. Et donc, au fur et à mesure du déroulé de cette première énigme, on s'aperçoit que cette maladie, elle n'est pas si simple que ça. Il y a des symptômes que les éleveurs ne voient pas souvent, que ça atteint plusieurs espèces, que c'est un petit peu partout. Et donc, tout doucement, on arrive à un appel éleveur sur une maladie, sur les animaux malades, à une maladie qui est possiblement une maladie émergente, et que ça se passe un petit peu différemment que d'habitude. C'est pas une diarrhée sur les veaux, c'est pas une mamite, c'est une maladie qu'on voit pas. Plusieurs espèces. Donc, les recommandations, c'est l'éleveur, c'est le premier maillon
d'une seule santé, c'est lui qui voit les animaux. Donc la recommandation, c'est, même si ça peut paraître saugrenu, c'est d'écarter aucune hypothèse. S'il voit des symptômes qu'il n'a jamais vus ou des symptômes qu'il voit rarement, qu'il voit beaucoup plus fréquemment, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et là, il faut appeler. La deuxième, alors ici, on est en santé animale, on est orange. Pour reprendre, tout à l'heure, il y a Pascal Parot qui parlait du cercle avec les 3 parties égales. Donc, on est en orange, on est sur santé animale. Là, on va arriver, tous les 3 énigmes sont dans des univers totalement différents. Là, on va arriver dans un village, et suite à des discussions qu'on avait eues avec Jacob, je voulais présenter l'autre. J'ai dit, je vais présenter celle-là rapidement, parce qu'on voit bien, on a parlé de l'interaction entre les vétérinaires et les médecins qui ne se font pas. Et dans le village d'une seule santé, les vétérinaires et les médecins vont se parler. Donc, je vais présenter celle-là plutôt que l'autre. Je voulais vous présenter celle-là, parce qu'elle est un peu plus exotique. Donc là, on est en bleu, il y a un pied, on est bien sur la santé humaine. Donc, on arrive ici, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, et en plus, une zoonose qui est transmise aux animaux. Et le 3e volet de cette formation One Health, c'est sur la biodiversité. Donc là, on passe en vert, on voit un petit logo avec une plante. Et la 3e énigme, c'est « Explorons ensemble l'origine de la propagation du virus ». Donc, vous voyez que là, il y a une grotte. Ça dure une demi-heure, je ne sais pas le faire, mais globalement, l'éleveur et le vétérinaire, quand ils seront dans le jeu, ils vont allumer la lampe torche dans la grotte, ils vont se promener dans la grotte, ils vont allumer la lampe torche et ils vont découvrir des petites silhouettes, une chauve-souris, des tracteurs, des conflits, des chars, le trafic d'animaux, d'espèces exotiques, etc. Et donc, à chaque fois, ça renvoie à un petit document qui explique qu'est-ce qui se passe avec les chauves-souris, qu'est-ce qui se passe avec les transports, qu'est-ce qui se passe avec la déforestation. Et puis, on a un témoignage. J'avais pris celle-là parce qu'il y a un témoignage avec un accent brésilien qui explique que le fameux virus, il vient du Brésil. Mais par rapport à la discussion qu'on a eue à midi, je vais reprendre le village, une seule santé. Donc, normalement, ça marche. Donc là, je passe, parce que la formation, elle n'est pas tronçonnable, donc je vais passer rapidement ce qu'on a vu. Hein. Alors, il y a un vadémécum pour expliquer à chaque fois où il faut appuyer. Ça, on l'a vu. On insiste vraiment sur cette complémentarité entre le vétérinaire et l'éleveur. Donc ça, c'est la première énigme. Et donc, je vais pouvoir passer à la deuxième. Donc là, on arrive. Donc la première ligne, santé animale, c'est une maladie qu'on ne voit pas. Plusieurs effets, c'est quelque chose d'anormal qui se passe. On a fait les examens, on n'a pas trouvé. Et donc, alerte. Et donc là, on arrive dans le village pour identifier l'agent pathogène. Parcourir le village pour trouver les endroits où l'agent pathogène pourrait se cacher. Commencez par l'élevage. Donc, on va aller dans l'élevage. Et donc là, il y a un échange de SMS entre l'éleveur et entre les éleveurs. Hello, j'ai un souci avec mon salarié, encore absent ce matin, très malade, paraît-il, ça m'inquiète. Oui, moi aussi, j'en ai entendu parler, c'est comme une sorte de grippe, il paraît que les animaux sont malades aussi. Donc tout doucement, on va emmener les éleveurs vers une zoonose. On était tout à l'heure en santé animale, là on va aller vers la zoonose. Donc comme c'est un jeu, on va se retrouver dans l'élevage et on va lui demander... J'espère que les vétérinaires vont jouer le jeu. Vous voyez, il y a des petits trucs qui bougent et il y a un morceau de l'agent pathogène qui se cache derrière un truc. Bon, je ne vais pas faire durer le truc pendant des heures, mais donc il est en dessous du fumier, donc des éjections animales. Donc on a un morceau de l'agent pathogène que l'on a trouvé. Donc là, on va quitter l'élevage et maintenant on va aller voir dans l'école qu'est-ce qui se passe. Donc, dans l'école, qu'est-ce qui se passe? Tiens, l'effectif des élèves, il est incomplet. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On va aller voir dans la classe ce qui se passe. Donc, on va dans la classe. Effectivement, il y a quelques élèves qui sont absents et le deuxième morceau du puzzle se trouve dans la classe. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Il y a des éléments qui bougent. On a fait ça d'une façon assez simple. Les objets bougent. Et en fait, on a mis une personne qu'on
Voilà, et on trouve le deuxième morceau de l'agent pathogène. Et ensuite, on continue à se balader dans le village. Alors au début, on avait mis, on va aller chez le vétérinaire. Donc il y a des échanges là, pour reprendre la discussion qu'on a eu avec Jacob, là il y a des échanges entre le médecin et le vétérinaire. Le vétérinaire, attention, il y a des cas de fièvre et de troubles nerveux répétés dans plusieurs élevages de ma clientèle, c'est vachement bizarre. Et le médecin lui dit, ah bon, chez mes patients aussi, il y a des troubles inhabituels, vus ce matin encore à la maison de retraite. Donc là, il y a on veut vraiment insister sur le fait qu'il faut que les gens ils échangent. C'est important qu'ils échangent entre éleveurs, vétérinaires, pharmaciens, si on veut un jour éviter une étendue propagation. Donc ça, on était chez le cabinet vétérinaire. Donc ça, vous l'avez vu. Donc on va aller voir chez le senior, à la maison de retraite. Donc vous voyez, les résidences sont après le repas, et puis il y a des gens qui parlent, et on doit trouver le dernier morceau de l'agent pathogène. Je pense que voilà, le médecin est encore passé ce matin, un nouveau résident fait une montée de fièvre. Ils tous n'ont pas la parole. Il paraît qu'il n'y a plus de paracétamol à la pharmacie. Alors, au début, on avait mis la pharmacie, mais ça faisait trop long, on ne tenait pas. Donc, on a dit, on va faire parler des résidents pour la pharmacie. Donc, il n'y a plus de paracétamol à la pharmacie. Et puis, ici, il y a quelqu'un qui doit causer. Il dit, oui, il paraît que cette cochonnerie se transmet par les moustiques et par contact, parce que dans le déroulé de la première énigme, on a appris, comme c'est une maladie qui n'existe pas, qu'elle est transmise par les moustiques et par contact. Donc la personne dit ça, et puis en soulevant la dernière résidente, on trouve le troisième morceau de l'agent pathogène, et on a un cadeau bonus, parce qu'avec l'application Geniali, c'était trop compliqué d'en faire encore. Donc on a mis ce cadeau bonus qui vient compléter notre truc. Donc on s'aperçoit qu'on a 4 morceaux d'un agent pathogène, on les envoie au labo de proximité, et puis la réponse, nous, on n'y arrive pas. On n'a pas d'identification de l'agent pathogène avec les techniques qui sont utilisées d'habitude dans nos laboratoires. On envoie au labo de référence, donc l'ANSES et Pasteur. Et donc, on voit ici, on a donc Institut Pasteur et l'ANSES. Et puis, l'éleveur, avec le veto, il doit reconstituer le virus. Donc, je pense que je vais y arriver. Je vais dire 30 fois. Voilà. C'est un jeu, évidemment, il y a 4 morceaux à mettre ensemble. On a trouvé l'agent pathogène, on a vu dans tout le village, il y en a dans l'environnement, les gens sont contaminés par contact. Bon, c'est la maladie qu'on a choisie. Et donc, la réponse à l'énigme 2, c'est les 2 laboratoires de référence ont retrouvé le même virus sur tous les prélèvements. Ils s'accordent pour valider qu'il s'agit du même pathogène qui a contaminé les hommes et les animaux et qui peut se transmettre par les effluents et les moustiques. C'est ce qu'on avait déroulé dans le scénario de cette maladie X. Et c'est un virus qui est connu au Brésil ou en Amazonie. Voilà. Pour ne pas stigmatiser les Brésiliens, on a mis l'Amazonie. Et donc, on arrive à la notion de zoonose. Donc, on retrouve ce logo, enfin, une seule santé. On a assombri la partie santé animale et puis la partie environnement qui sera déclinée après. Alors, le lien vous sera distribué. Je l'ai envoyé à François. Oui, j'ai mis le lien sur le site dans l'invitation de la séance et dans le résumé, dans ton résumé. Donc, on pourra le mettre ailleurs. Vous pouvez le prendre, le jouer, essayer de jouer, il n'y a pas de souci, il est libre d'accès. Et donc, il s'agit on introduit la notion de zoonose, et comme quoi l'éleveur ou l'étenteur, alors les détenteurs, c'est pour les équidés, il dit oui, mais nous, on n'est pas des éleveurs, on est des détenteurs. Bon, on a remis des détenteurs, comme quoi ce sont le premier maillon d'une seule santé. Et il peut positivement limiter la propagation d'une maladie émergente. Alors après, tiens, donc voilà pour ça. Après, je veux sortir de la... Vous prenez la main pour reprendre le diapo ? Ok. Ok. Donc ça, c'était sur ce qu'on a fait sur la visite sanitaire 2025 pour les petits ruminants
c'est la première partie. Après, ils ont une partie de visite qui est plus spécifique par espèce. Mais nous, c'était sur One Health, etc. Après, juste un témoignage, Mots et Merveilles. Donc, c'est l'asso dans lequel je me suis engagé au niveau de la retraite. Alors, c'est une grosse association. Il y a 14 sites, Sambre et Avenois. Donc, on est dans le Hauts-de-France, 30 salariés, 350 bénévoles, 1025 apprenants. Donc, il y a des gens 1025 personnes qui souhaitent progresser en français. Ça concerne des gens en situation d'illettrisme, mais également des personnes allophones dont la langue d'origine n'est pas la langue française. Ici, vous voyez la baraque à mots. C'est comme une baraque à frites pour les gens qui connaissent bien le Nord. Et donc, c'est taille humaine, hein, c'est une vraie baraque, sauf que plutôt que vendre des frites, on vend des mots. Donc, vous avez la baraque à mots, vous avez des spécialités, vous avez les mots à emporter, comme les pizzas ou les frites à emporter, et puis l'appétit bientôt en lisant. Donc, l'idée, c'est que le bénévole se met ici, et l'apprenant est derrière. Et derrière, il y a plein de mots, plein de lettres, d'adjectifs, d'articles, et l'éleveur et le bénévole préparent la session de jeu avant, et en fonction de quoi, sur quel sujet ils vont travailler, le bénévole, plutôt que de commander une portion de frites, il va commander une phrase, un mot du premier groupe, et donc l'apprenant doit jouer avec tous ces dés, tous ces mots, toutes ces lettres, pour constituer une phrase, etc. Ensuite, comme je suis vétérinaire, je me dis, tiens, ma référente pédagogique, ce serait bien que pour les apprenants, on aille voir un élevage laitier, parce que souvent, ils connaissent pas, ils sont en voiture ou ils sont à pied, mais ils voient pas leur environnement proche. Donc, avec mon ancien associé qui fait du conseil, il avait un élevage tout près de Fourmies où je vais. Et donc, vous voyez qu'on a essentiellement travaillé par jeu. Parce que c'est des gens qui sont en échec scolaire, on va pas leur refaire là où ils ont échoué. Donc ça, c'était l'annonce. Et ici, donc, on a travaillé en amont, on a préparé cette visite d'élevage laitier. Par exemple, ici, on avait travaillé avec 2-3 personnes. Il y avait des animaux sauvages et des animaux domestiques. Il faut les remettre avec des imagés. Les animaux sauvages, il faut les remettre par classe, les reptiles, les insectes, etc. Et puis les animaux domestiques, les animaux d'élevage, les animaux de loisirs, les animaux de travail, et aussi les animaux sacrés. Et ici, on avait mis, pareil, avec des imagés, qu'est-ce qui peut produire du lait, qu'est-ce qui peut produire de la viande, etc. Donc, ils ont fait ce travail avec repositionnement des imagés sur les expressions. Et puis, on avait travaillé sur des vidéos, notamment avec une sur c'est pas facile le polygastrisme, d'expliquer des polygastriques à des gens qui savent pas trop écrire et tout ça. Donc on a pris d'une vidéo de C'est pas sorcier qui était super bien faite, et bon, ça s'est bien passé. Et puis ça, c'était toujours le travail en amont. On a repris des photos de ma photothèque, et vous voyez, il y a des photos, là il y a des mots, il faut que l'apprenant il identifie ce que c'est et qu'il relie l'image au mot. C'était tout le travail qu'on a fait en amont. Et puis après, le jour J, on a été sur l'élevage, où ils avaient un petit carnet de travail sur lequel ils devaient marquer les images et les mots qu'ils avaient reconnus. Il y aura une phase d'après qui sera, on va faire un reportage photo sur lequel on va remettre les mots, les images, pour essayer qu'il y ait une rétention d'informations au maximum. Donc, je voulais aussi, pour la partie vétérinaire, remercier mes 2 camarades, Éric Collin et Henri Touvoul, qui se sont lancés avec moi dans ce jeu sur la visite sanitaire. Et puis Isabelle Coupé, nous on a fait le scénario, Isabelle a fait tout ce montage avec cette application qui s'appelle Geniali. Geniali, je ne connaissais pas, et puis lorsqu'on j'en ai parlé à ma référente pédagogique, à Isabelle, il semble que Geniali soit le support pour pouvoir faire ce jeu, je ne dis pas facilement, parce qu'il y a passé beaucoup d'heures, mais qui est d'une application extrêmement intéressante pour jouer. Et d'ailleurs, pendant le Covid, il y a beaucoup d'enseignants qui ont repris cette application pour pouvoir produire des jeux aux élèves en vidéo, parce que c'était un des modes de travailler le plus facilement que d'avoir un cours magistral. Voilà.